Donc dans le temps qui nous reste, on va essayer de le mettre à profit pour avoir une discussion, là aussi, la plus collective possible. Si possible, peut-être, oui, essayer de prendre celui-là, prendre un des deux. Voilà, si possible, essayer de dégager même un peu collectivement des choses qui feront un peu la synthèse de ce qu'on a dit. Me semble-t-il revenir aussi sur un certain nombre de discussions de fond sur les concepts, l'inégalité, la domination, la richesse, etc. Parce que la hiérarchie, absolument, parce que je dirais pas que plus on en parle, moins on se comprend, c'est pas vrai, mais en tous les cas, il faut en parler beaucoup pour être certain de commencer à se comprendre. Et tout le monde ne met manifestement pas les mêmes choses sous les mêmes mots. Je suggérerais aussi bien qu'on revienne peut-être sur les interventions d'hier après-midi, où on a vu les questions à la fois de spécialisation, d'expertise et aussi de signification des images, et où on n'a peut-être pas assez, en tous les cas à mon goût, discuté du lien éventuel, réel, probable, réel et mention inutile, avec les inégalités de richesse, ce qui était un peu ce qui est le sujet, ce qui est le cœur de notre sujet. Voilà, il me semble qu'il y a donc au moins différentes pistes. Moi, j'aurais évidemment une ou deux réactions à titre strictement personnel sur les interventions qui ont lieu tout à l'heure. Alors, sans vouloir le lancer indûment dans la fosse au lion contre son gré, mais je sais que Bruno voulait dire quelque chose, alors tu peux peut-être ouvrir le bal. Ça, le mec. Bah ouais. Attends, on me donne le pouvoir, je m'en sers. Ouais, tu t'en sers, oui, mais moi je suis clastrien, alors je vais me révolter. Mais moi je le suis pas, donc je gagne. Ça, c'est à voir. Bon, on va aller faire un petit duel à l'australienne. Non, mais le premier point, effectivement, c'est la question des définitions, parce que même entre nous, c'était pas très clair. Je pense qu'on aurait dû commencer par un colloque définition, et puis après, on aurait fait un colloque richesse. Mais c'était pas très simple. Alors effectivement, il y a beaucoup de mots. Il y a hiérarchie, il y a richesse, évidemment, il y a inégalité. Donc Jean-François a avancé domination, stratification, et ça fait quand même beaucoup de choses. Alors je pense que la domination, il ne fait aucun doute que... il peut y avoir débat, mais enfin, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord que la domination, sous une forme ou sous une autre, c'est quelque chose qui s'inscrit depuis la nuit des temps. Alors, on ne va pas refaire l'histoire biologie contre culture, mais il y a de la domination. Le mâle dominant chez l'animal, le mâle alpha, c'est bien qu'il domine. Enfin, après, on peut le discuter. Donc, la domination... On va dire qu'il y en a partout. Il y a de la domination des anciens sur les plus jeunes, des hommes sur les femmes, rarement le contraire. Voilà. Après, la stratification, on voit à peu près ce que c'est. C'est les gens divisés en couches, même si ce n'est pas des classes au sens actuel. Et puis, alors c'est vrai que finalement, c'est peut-être le changement, tu as peut-être raison, quelque part, c'est peut-être au moment où on passe à des sociétés qui sont plus stratifiées, où on commence à trouver là, des nobles, des commons, et puis des esclaves, quelque chose comme ça. C'est peut-être à ce moment-là. Alors il y a peut-être une question de terme, mais toujours est-il que des inégalités et des hiérarchies, il y en a de toutes sortes. Le prestige, il a différentes formes. Il y a le prestige du chasseur, il y a le prestige de l'aîné, il y a le prestige dans les sociétés étudiées par Clastres, puisqu'on en parle, c'est le type qui a de la tchatch, qui parle, qui arrange les affaires, qui raconte sa vie. Enfin bon, c'est beaucoup ça. Il y a la magie, la religion, on en a parlé quelques fois. Donc, il y a plusieurs formes de prestige, mais je dirais toutes n'aboutissent pas à un contrôle des hommes sur d'autres hommes, au fait que des hommes ne soient plus libres et soient complètement dépendants. Et c'est là que le mécanisme, c'est là que je dirais que la richesse a l'air de rentrer en compte. C'est bien ce que Alain nous a toujours dit, c'est-à-dire que le changement se fait entre son monde 1 et son monde 2, c'est bien l'apparition de la richesse, et c'est bien au moment où la richesse intervient, sous une forme ou sous une autre,
qu'on va passer de cet état un petit peu qui existe depuis, on va dire, la nuit des temps, de domination, de différenciation, parce qu'il y a de la différenciation. Bon, chez les chasseurs-cueilleurs nomades en Australie, bon, on a un grand connaisseur d'Australie là-bas, il y a des inégalités, c'est évident. Il y a des inégalités parce que tout le monde n'est pas initié, tout le monde n'a pas le droit de voir les Shuringas et autres objets magiques. Mais il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas d'hommes qui contrôlent d'autres hommes en dehors dès qu'on sort de l'opposition homme-femme et dès qu'on sort de la position vieux-jeune, on n'a plus de contrôle. Et ce contrôle-là nouveau, je pense qu'effectivement, c'est la richesse qui va l'introduire. Alors après, il y a une question de terminologie, on peut en débattre, mais je pense qu'il faut vraiment réintroduire en tout cas, le changement tel qu'il paraît se faire, c'est bien parce qu'à un moment, on introduit de la richesse, et de la richesse qui va servir, si on prend la définition de Testard, hein, donc la richesse, ça va servir à payer des prestations sociales, c'est-à-dire du prix de la fiancée, du vergel, et puis à faire de l'ostentation. Quand il en reste, on pète les thunes, quoi, hein, alors après, il y a encore la question du pouvoir politique, qui est encore une autre chose. Le pouvoir politique, c'est le pouvoir de commander, c'est le pouvoir direct sur les hommes, hein, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'ordonner et d'être obéi, c'est-à-dire de sacler le type qui refuse de défendre. Mais par exemple, la côte nord-ouest, c'est pas du tout ça. Ils n'ont pas de pouvoir politique, ils ont une hiérarchie qui est une hiérarchie d'honneur ou de prestige, ils ont une stratification, et tout ça est basé, en fait, c'est la richesse qui permet ça, et qui va entraîner cette espèce de stratification, qui va entraîner que certains hommes aient un pouvoir sur d'autres hommes par l'intermédiaire de la richesse, non pas parce qu'ils ont le pouvoir de les commander, aux esclaves si évidemment, mais ils n'ont pas le pouvoir de commander aux hommes libres, mais la richesse est un outil qui leur permet de faire un certain nombre de choses à un certain nombre de gens. Donc, je pense que, moi je vois, c'est un peu grossier, là, c'est du débrouillage, hein, je pense que c'est pour qu'on rebondisse dessus, mais je pense qu'il faut bien essayer de bien placer les termes, voir où on se place et ce qu'on discute, parce qu'effectivement, il me semble que l'objet de ce colloque, c'était bien sûr les inégalités au paléolithique, notamment supérieur, mais avant tout, c'était on a utilisé plusieurs voies, puisque il y a eu éventuellement celle de la sédentarité, mais enfin, on n'a pas l'air de pouvoir aller très loin. Celle du stockage, on n'a pas l'air de pouvoir aller très loin. On revient beaucoup quand même sur la richesse. Et l'autre gros morceau, c'est celui que tu as exposé. Et là, je pense qu'il y a un autre débat à faire. Je dirais les deux grandes questions, moi, telles que je les vois, là, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pour lancer l'affaire. La richesse, est-ce qu'on peut... Alors, il y avait toute cette discussion autour de la parure. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait considérer, finalement, après ces 2 jours, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent comme étant de la richesse? On pourrait dire, oui, ça, c'est de la richesse, ça peut-être, ça pas du tout, ou on ne sait pas, après tout, machin. Et puis, une question qui est un peu complètement différente, c'est la spécialisation, notamment du côté artistique, mais qui vaut aussi pour les tailleurs de cailloux ou le chasseur, hein. Il y a des bons chasseurs, des mauvais chasseurs. Comment on pourrait l'articuler? Et c'est là, moi je suis complètement convaincu par la spécialisation, qu'il y a une formation, qu'il y a un apprentissage, que ça ne se fait pas, on ne dessine pas un bison à Lascaux du jour au lendemain, encore moins un Chauvet. Oui, mais alors comment on articule derrière avec les inégalités? Donc voilà, moi c'est ces 2 choses-là. Est-ce qu'il y a de la richesse? Alors d'abord la terminologie, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir en termes de richesse? Et troisième point, comment est-ce qu'on peut articuler apprentissage, formation, spécialisation, avec éventuellement hiérarchie, domination. Voilà. Bon, ça y est, j'ai épuisé mon temps. C'est bon. Alors cette question de définition. Je suis l'auteur d'un dictionnaire des sciences humaines et un dictionnaire des sciences sociales, donc je suis très sensible aux questions de définition. Mais je sais que les définitions cachent souvent derrière autre chose, c'est-à-dire des modèles théoriques. Donc il y a un premier pas, effectivement, qui est important, c'est déjà de se mettre d'accord sur les mots qu'on emploie, parce qu'ils sont déjà toujours polysémiques et c'est déjà toujours une source d'embrouille. Mais derrière, il faut aller plus loin que la simple définition.
même si on s'est mis d'accord sur les mots, il faut encore aller derrière pour voir quels sont les modèles théoriques qui sont cachés. Par exemple, effectivement, là, moi j'ai employé de façon rapide et indistincte des mots comme hiérarchie, domination, hiérarchie de prestige et autres. Si on allait effectivement dans le domaine de l'éthologie, on parle de hiérarchie et de dominance. Mais on dit, ah, mais ça, c'est les éthologues, ils parlent des mâles dominants et autre chose. Ça. Si on va chez les éthologistes et les éthologues, spécialistes des mondes animaux, eux aussi, ils ont déjà des querelles de modèles derrière pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc, mettons-nous d'accord sur, entre nous déjà, tout de suite, pour dire, on est en train de discuter le passage à un type de société d'inégalité. Moi, je considère qu'elles sont déjà inégalitaires parce qu'il y a déjà du pouvoir et de la domination, j'insiste, et du contrôle sur les autres hommes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, même celles qui ne sont pas des sociétés de stockage. C'est-à-dire chez les aborigènes, par exemple, les hommes contrôlent les femmes. Les aînés contrôlent les jeunes et les jeunes contrôlent ça. Et il y a déjà des classes d'âge et il y a des rituels extrêmement rigoureux qui tracent les frontières entre les groupes. Et chaque groupe a des devoirs et des droits. Et plus tu es en bas, moins tu as de droits, plus tu as de devoirs. Et quand tu es en haut, plus tu as liberté. La question de la stratification, c'est pareil, c'est un mot... On peut tout mettre ce qu'on veut dans les stratifications. Il y a des sociétés qui sont stratifiées en ordre, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de stratification extrêmement rigoureuse dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. J'insiste, celles qui sont y compris hors stockage. Je parle des Papous, je parle des aborigènes, je parle des Inuits, je parle des Pygmées, je parle des Bushmen, je parle des sociétés amérindiennes. Elles sont toutes extrêmement stratifiées au sens où je l'entends, donc je précise, c'est-à-dire que ce n'est pas des groupes indistincts où il n'y a que des petits individus qui, entre eux, ont des... non, il y a des frontières, des marques de différence, de distinction entre un bon chasseur et un... non, il y a des frontières très étroites entre les hommes et les femmes, entre les classes d'âge. Et puis après, selon les sociétés, évidemment. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'on a dit ça, qu'on l'admet ou pas, hein, mais au moins qu'on s'est mis d'accord là-dessus, est-ce que le passage aux sociétés, on va dire, du post-néolithique, la proto-histoire, où apparaissent des classes aristocratiques et qui peut-être existeraient... Oui, Emmanuel, il est là. Existeraient peut-être dans la préhistoire déjà. Est-ce que c'est lié aux richesses? Alors, s'il est vrai qu'il y a des sociétés où il y a déjà de la domination humaine hors des richesses, ce que je pense, on peut démontrer, qu'on peut le démontrer. C'est pour ça que moi j'ai appelé ça la maîtrise, la ressource essentielle pour pouvoir acquérir un pouvoir, un statut au-dessus des autres dans une société, c'est la maîtrise de ressources. Et la richesse est souvent une conséquence, un privilège qui vient après, plutôt que la source première. Exemple, les armes, une arme nouvelle, ce n'est pas une richesse, ce n'est pas un bien matériel, au sens où l'entendait Alain Testard, c'est-à-dire le stockage de biens pour l'avenir. Une nouvelle arme, c'est une richesse précieuse, un bien qu'on garde pour soi, parce que ça exerce un pouvoir sur les autres. Une nouvelle ressource, parce que le silex, pour faire des armes, ou pour faire des outils, ou pour faire ça, c'est un bien précieux. Je le disais, les femmes, c'est des biens précieux aussi. Et d'ailleurs, dans beaucoup, ce que racontait aussi Alain Testard, sur le contrôle que les dominants ont souvent sur leurs alliés, c'est moi qui t'achète ta femme. Grâce aux moyens de contrôle que sont le contrôle sur les femmes, je peux avoir des alliés parce que en fait, c'est moi qui vais payer pour toi le prix de la fiancée. Donc on voit bien qu'on est dans un système où à mon avis, hein, la richesse est une conséquence. Alors, et je termine sur un point qui est assez intéressant parce que je pense qu'il faut aller aussi dans les sociétés qu'on peut observer plus tardivement et dans d'autres époques de l'histoire où la violence et le pouvoir a créé des richesses et non pas l'inverse. Si vous prenez les théories d'Ibn Khaldoun sur l'émergence des États et des empires, qu'est-ce qu'il explique? Que les sociétés bédouines, qui sont des sociétés sédentaires d'éleveurs souvent guerriers, s'emparent de sédentaires et par la violence, ils désarment les gens, s'installent au pouvoir et que font-ils? Ils vont créer des richesses. Ils pacifient une région, ils permettent le développement du commerce, ils permettent le développement de la spécialisation du travail, apparaissent des artisans, apparaissent des artistes, apparaissent une effloraison culturelle extraordinaire qu'on retrouve à ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, ce qu'on retrouve à la Renaissance, qu'on retrouve chez les Romains. Après avoir pacifié, d'abord, il y a une phase brutale de conquête, d'installation d'un pouvoir,
suit après l'essor de la richesse. Et puis lui, il raconte l'histoire après qui vient. C'est les nouveaux guerriers qui arrivent et qui déstabilisent les premiers. C'est terminé. Alors moi, je voudrais rebondir aussi sur cette question de la richesse parce que j'ai l'impression, je vais le caricaturer un peu, mais que Bruno donne une première voix en disant bon voilà, le colloque a pour point de départ quand même la définition de Testard. Hein, c'était un peu ce qui était voulu par Emmanuel et Christophe de la richesse comme indice ou facteur d'inégalité. J'ai l'impression que Bruno lance le débat avec une vision de la richesse comme facteur d'inégalité et que, dites-moi si je me trompe, mais Jean-François donne une autre vision qui est celle de la richesse découle des inégalités. Moi, je vois encore une troisième voie, une autre idée. On a un peu débattu de ça le premier jour. C'était de cette idée de rigidité des structures sociales qui serait marqueur des sociétés inégalitaires où finalement un ordre ne peut pas facilement être renversé. Et dans cette perspective, j'avais parlé des sociétés à double morphologie ou de la coexistence de signes d'égalité et d'inégalité au sein des mêmes sociétés qui rendaient nos classifications en société égalitaire versus société inégalitaire assez inopérantes. Je suis d'accord avec tout le monde sur le fait que la richesse, c'est vraiment un critère qui est certes très matérialiste, très positiviste, donc bon, ça pose un certain nombre de questions, puisque réduire la vie sociale à la vie matérielle, c'est quand même quelque chose qui est un raccourci qui est assez problématique, mais que finalement, en tant qu'archéologue, on est un peu forcé de faire tous les jours, puisqu'on travaille que sur des données positives. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on ne parle que de l'émergence des inégalités et pas de l'égalité, puisqu'on l'a définie de manière négative sur le plan archéologique. Je vais essayer de revenir à ma première idée avant d'avoir fait ces 40 parenthèses. Que disais-je? Oui, cette rigidité de la structure, moi, du coup, je vois plutôt la richesse comme un facteur de cristallisation des rigidités sociales et de la morphologie sociale, et donc de difficulté de renverser un ordre, une domination, puisqu'on voit que de toute façon, tout le monde commence à être un peu d'accord sur cette idée qu'il y a de la domination dans tous les groupes, qu'ils soient les groupes de primates non humains ou humains, ou y compris d'autres espèces animales. Mais la question, c'est est-ce que de mon point de vue, après, voilà, on est là pour débattre, est-ce que ces systèmes de domination sont relativement fixes ou peuvent évoluer? Donc la troisième voie que je vois, c'est la richesse comme facteur de rigidification de ces structures. Après, non, parce que je pense que tu soulèves un point important quelque part. Enfin, pas quelque part, mais c'est un point important. C'est-à-dire que depuis, on va dire, Testard 82, on a une espèce d'équation stockage, richesse, inégalité. C'est une corrélation qui semble fonctionner. Bon, il y a des contre-exemples, hein, voilà. Il y a quelques-uns chez qui ça ne fonctionne pas comme ça. Mais enfin, dans une immense majorité des sociétés, c'est ce qui semble se passer. On a une corrélation, on n'a pas une causalité. Et on ne sait pas comment ça démarre et pourquoi et dans quel sens ça se passe. Et moi, je suis assez d'accord sur le fait que... moi, je suis très dur caïmien, quelque part. Hein, pour expliquer un fait social, il faut un fait social. Moi, je pense que y a des sociétés qui ont glissé plus facilement. Il y en a d'autres... alors, c'est peut-être un peu clastrien de le dire comme ça, mais enfin, qui peuvent résister à la hiérarchisation. Je pense qu'il faut que la société soit prête. Il y a aussi cette dimension-là. Il n'y a pas que des facteurs, tu as parfaitement raison, il n'y a pas que des facteurs matériels. Je pense que l'équation n'est pas forcément automatique. Ce qu'on constate, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité, et je pense qu'il nous manque des mécanismes. Alors après, pour répondre à Jean-François, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que justement, là, le changement, il se fait au moment où la domination ne concerne plus que les plus jeunes et les femmes. C'est-à-dire que tu sors de ça, parce que ça effectivement tu l'as partout, et ce qu'on va avoir après, quand tu as des esclaves, c'est pas forcément des jeunes et des femmes, c'est là que si tu veux on sort du truc. Bon, j'ai fini.
Ouais, je voulais bien en mettre une petite couche. Alors, au risque de ne pas être consensuel, mais bon, bah voilà, de toute façon, on est là pour discuter. Et comme on a du mal à se comprendre, je vais dire des trucs peut-être un peu raides et un peu voilà, mais enfin, c'est évidemment pas, c'est pas que ma méchanceté foncière, etc. Voilà. Alors, l'idée que dans l'histoire des sociétés, et je dis bien des sociétés, voilà, des structures sociales, là, on puisse faire procéder la richesse de la violence ou de la domination, etc., me semble absolument et profondément fausse. Je le dis avec... voilà. Et c'est une idée qu'on trouve dans plein d'endroits et qui est une idée qui me semble venir assez spontanément parce qu'on a tendance à raisonner à l'échelle, on va dire individuelle, enfin, les économistes diraient micro, vous voyez, voilà. On sait que dans toute société, j'allais dire digne de ce nom, dans toute société normale, c'est-à-dire qui ressemble un peu à la nôtre, dès que le gars il a un peu les moyens d'imposer quelque chose par la force, bah, il va piller, imposer un tribut, etc., etc. Et on en déduit donc tout naturellement que l'usage ou le monopole, ou etc., de la force est la cause de l'inégalité de richesse. Voilà. Ce qui est vrai à l'échelle des individus, des groupes, etc., dans le cadre de sociétés qui ont déjà institué la richesse, n'est pas vrai pour expliquer pourquoi les sociétés ont instauré la richesse. Et j'en prends comme contre-exemple mes Australiens préférés, qui sont des gens qui sont armés en permanence, qui savent se taper sur la figure, qui savent dominer les femmes, qui savent se taper sur la figure entre hommes, et c'est ce sur quoi j'ai bossé là depuis quelques temps, qui se tape fort sur la figure. Hein. Donc l'idée que non, les gens sans richesse, ils sont gentils, pacifiques et qui se font jamais la guerre, je crois qu'elle est, enfin pour eux en tous les cas, bon, ces gens-là sont capables de se massacrer, mais vraiment joyeusement. Ils ne font jamais de prisonniers. Ils ne font jamais d'esclaves. Ils n'essayent jamais d'imposer un tribut. Ils ne pillent rien. Voilà. Donc pourquoi ? Et si vous dites la richesse naît de l'exercice de la violence, on ne peut pas expliquer ça. Il s'est bien passé un truc à un moment donné qui, voilà, quand tu disais l'arme est une richesse, non, l'arme est un outil. Ça aussi, ça fasse un deuxième aspect. Alors, c'est une richesse si elle coûte cher, hein, mais là, voilà, l'arme est un outil. Dans le cadre d'une société où on recherche à accumuler des biens parce que ça vous donne justement une puissance sociale, l'arme va être un outil, le pouvoir va être un outil, etc. Et puis après, il y a évidemment des spirales qui font que c'est difficile de s'y retrouver. C'est que plus vous avez, alors on va le faire simple, hein, plus vous avez du fric, plus vous avez de pouvoir, plus vous avez de pouvoir, plus vous avez du fric, et voilà, etc. Et après, on ne sait plus par quel bout le prendre. Mais dans l'histoire des sociétés, moi, je tiens beaucoup à insister là-dessus. Et d'ailleurs, je me demande si tout ça n'a pas un rapport justement avec toute cette anthropologie dite anarchiste. Hein, alors, moi, je ne sais pas s'il y a... Enfin bon, il faudrait discuter même sur la possibilité de faire de la science anarchiste ou de la science... Enfin voilà, mais en tous les cas, une tradition qui considère que l'émergence du pouvoir est la clé de tout. Hein, la grande ligne de partage des eaux des sociétés, et que c'est de la présence du pouvoir qu'auraient découlé les inégalités, y compris de richesse. Ça me semble tout à fait faux, voilà, confronté aux faits. Enfin, je veux dire, voilà, hein, il y a des sociétés. La richesse, la différence de richesse s'est installée avant et a été le socle sur lequel les inégalités de pouvoir, les hiérarchies de pouvoir, etc., se sont édifiées. Dans certains cas, d'ailleurs, ne se sont pas édifiées. Enfin, tu rappelais le cas de la côte nord-ouest. Il y a de fait une inégalité de pouvoir entre les riches et les pauvres, mais c'est une égalité de fait. C'est les riches, du coup, contrôlent indirectement les pauvres. Bon, puis il y a des endroits où ça c'est devenu des inégalités de droit. Alors, je suis déjà très long, voilà, je m'arrête et je repasse la parole à qui voudra la prendre. Alors attends, je crois, j'ai cru, voilà, Jean-Marc. Oui, bah, c'était pour revenir juste un cran en avant sur l'intervention de Bruno. Tu as parlé de cette corrélation stockage, richesse, inégalité. Là, à mon avis, tu as sauté une étape importante qui est sédentarité, stockage, richesse, inégalité. Ou plutôt stockage, sédentarité, richesse, inégalité. Et c'est vrai que ça, c'était la corrélation que Testard observait dans son bouquin, qu'il n'expliquait pas vraiment. Mais d'une certaine manière, l'idée de bien W qu'a introduite Christophe permet, à mon sens, d'aller un cran plus loin. Ce qui permet l'accumulation de biens matériels, leur captation, etc., c'est d'abord la sédentarité. Sauf qu'effectivement, si tu veux être sédentaire, sauf conditions exceptionnelles, à un moment, il faut stocker, parce que sinon, la sédentarité n'est pas possible. Donc, s'il y a une
causalité, c'est un peu l'œuf et la poule, je suis d'accord avec toi, mais c'est plutôt dans ce sens-là. Pardon ? Oui, bah, j'ai pas dit. Enfin, je sais pas. J'ai pas dit que c'était mécanique. Et je connais pas forcément tous les cas, mais je pense qu'on peut réfléchir dans cette direction-là aussi. Mais, et pour revenir au cas qui nous occupait au début, qui était celui du Paléosup européen, bah, c'était un peu la question qu'on a posée avec nos interventions, Sandrine et moi. Hein. C'est sur cette question du stockage, quitte à se dire qu'on est peut-être malheureusement dans une de ces situations. Ou ben, est-ce qu'ils étaient stockeurs ou pas? Ben, sans doute un peu. Voilà. Mais est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que leur cycle annuel est vraiment fondé là-dessus? Sans doute que non. Et on est peut-être sur des sociétés comme ça qui sont un peu dans l'entre-deux, avec des variations qui font que c'est difficile d'avoir une conclusion tranchée, quoi. À cette échelle en tout cas. Charles que moi, mais on est sur on a des populations actuelles de stockers, en tout cas subactuelles, de stockers, mais qui ne sont pas à large échelle. Je pense que vraiment c'est encore ce que tu disais aussi, Bruno, la première journée, c'est à quel moment on bascule sur vraiment un surplus qui fait que tu vas accumuler une richesse et qui va faire que tu vas avoir du pouvoir. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, quoi. Et en tant qu'archéozoologue et plus sur l'environnement et le biotope, et je pense que Laure Fontana, sera du même avis que moi. Je pense qu'il y a aussi l'environnement qui joue vraiment un rôle, et c'est pas pour rien. Alors, il faudrait vraiment, je pense qu'il faudra aller plus loin que ce premier inventaire qu'avait fait Alain Tassard pour voir si ça marche tout le temps. Mais ce qui ressort, c'est que c'est vraiment dans des environnements vraiment très particuliers qu'on a des chasseurs-cueilleurs, stockeurs sédentaires, quoi. Chaque fois, c'est dans des environnements qui sont aquatiques. Avec, si on regarde la côte nord-ouest, on a marins et surtout la côte nord-ouest, on voit une côte qui est très très découpée, qui fait que peut-être on a. Je suis trop près. Je réagissais comme ça, pardon. Il me semble qu'il cite le cas des natoufiens qui ne sont pas aquatiques, sauf erreur. Non, mais moi je parle je parle des cas actuels. Voilà. Là, on n'est pas dans le même type d'environnement non plus. Alors voilà, on est, oui, je ne parle pas des natoufiens, mais on n'est pas non plus sur il me semble pour les natoufiens, sur une économie qui est vraiment sur sur les ressources carnées, quoi. On est encore sur autre chose par rapport à ce qu'on observe sur le paléolithique, donc je ne pense pas que ça soit comparable, quoi. Mais je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ça et regarder. On est archéologue, donc à un moment donné, il faut qu'on soit sur les faits, quoi, parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Donc il faut regarder aussi l'environnement et ce qu'on a aussi au niveau de nos indices archéologiques, quoi. Ça me semble vraiment très important, quoi. J'attrape le micro au passage, une micro-correction par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Sur la sédentarité et l'accumulation de biens matériels, je pense que la sédentarité ouvre la possibilité de l'accumulation. Ça ne veut pas dire qu'elle est réalisée, ça ne veut pas dire qu'elle débouche sur autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, juste deux choses. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit Sandrine par rapport aux environnements, bien sûr, ce sont des environnements qu'on essaye de décrire qui permettent aux chasseurs-collecteurs de pouvoir être dans certains environnements et surtout dans certains contextes sédentaires, semi-sédentaires, en tout cas d'avoir une mobilité réduite. Ils ne sont pas, on va dire... particuliers, je veux dire, c'est des environnements parmi d'autres dans l'histoire, d'accord? Il faut les prendre en compte, et ça me fait rebondir sur ce que tu dis, Christophe, et par rapport à ce que a déjà dit Charles plusieurs fois, et sûrement va répéter aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'escrime à trouver une corrélation unique et à dire... la richesse différentielle, en tout cas, c'est avant le pouvoir et c'est pas après le pouvoir. La corrélation entre ça et ça, je veux dire, avec ce qu'a dit Charles, avec ce qu'on a montré aussi sur les paléo-environnements, on voit quand même, on veut faire de l'histoire et plus de la préhistoire. Alors allons-y, on va se projeter dans une perspective vraiment historique.
pourquoi est-ce qu'on aurait... Alors, on ne va pas commencer à discuter de structure dans le temps long, ce n'est pas le sujet ici, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait absolument définir des modèles? Tes Australiens t'intéressent, ils te plaisent beaucoup, ok, ils te permettent de mettre en évidence une structure et un fonctionnement, bon, qui n'est sûrement pas universel. Il y a une multiplicité de corrélations de faits. On est là pour ouvrir. Après, quand on aura fait l'inventaire, alors allons-y depuis moins 7 millions, voire avant jusqu'à aujourd'hui, sur toute la planète, là on pourra discuter. Mais on disait hier, une présomption, plus une présomption, plus une présomption, plus une présomption, ça ne fait pas une démonstration scientifique. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis du clan des sémioticiens en visite chez vous. Et donc, je vais revenir en arrière sur le problème des définitions un peu. Et, enfin, d'une définition, sinon, alors je vous prie d'abord d'être indulgent par rapport à ma méconnaissance totale de l'archéologie et de la préhistoire. Mais, comme disait Christophe, je vous lis et je viens vous écouter. Donc, le problème de la définition, c'est la richesse. Enfin, pour moi, vous partez déjà sur une définition de contenu, comme on dit dans mon jargon, insuffisante. C'est-à-dire, et moi, en vous écoutant, ce qui me vient, je dirais spontanément à l'esprit de par rapport à ma discipline, quand vous dites richesse, j'entends moyen de subsistance matériel. Alors, c'est peut-être plus polianique ailleurs que de la sémiotique, mais et dans la subsistance, pourquoi je pense à subsistance? Parce que la richesse, forcément, et Christophe vient de le dire pour les armes, toute richesse se rapporte à une fonctionnalité ou à une... Mais fonctionnalité, c'est déjà trop court. Je pense à ce que a dit le professeur Demoule ce matin sur les structures et le fonctionnalisme. Donc, c'est plutôt, je dirais, toute richesse doit être apportée à une subsistance de l'homme, comme dirait Poliani, c'est-à-dire à un moyen de persister dans la réalité du groupe collectif, du groupe humain, c'est-à-dire de ne pas disparaître en tant que groupe humain. Donc, effectivement, l'arme peut être une richesse ou pas, mais c'est un moyen de persister en tant que collectif. De même que vous l'avez dit tous, et je l'ai lu aussi évidemment partout, les femmes sont des moyens, par définition, de maintenir le groupe, non pas en vie, mais dans une perspective de vie. D'où la similarité d'ailleurs avec les grands primates ou avec les rats, comme vous disiez ce matin. Peu importe, c'est-à-dire qu'il y a un collectif humain qui doit persister à être, et par quels moyens il persiste à être. Alors, il peut y avoir des richesses, évidemment, au sens là qualitatif, de grande variété. Ça peut être aussi bien les moyens de subsistance alimentaire, mais c'est d'abord, je dirais, peut-être les femmes d'abord, et l'alimentaire ensuite, où la femme est réalisant par elle-même les deux, puisqu'elle va allaiter. Donc, on a les deux moyens de subsistance, la femme et la nourriture, et peut-être après les armes, et après, on ne va pas rentrer, là, ce serait trop long, sur les définitions des hiérarchies ou des stratifications, mais juste deux mots pour ouvrir la piste. Le sémioticien peut dire qu'il y a des définitions qui relèvent de la narrativité du faire, c'est-à-dire de l'action, et là on pourrait dire que la domination c'est un pouvoir-faire, et il y a des définitions qui vont relever plutôt de l'État, c'est-à-dire ici la stratification du pouvoir politique, c'est plutôt un pouvoir-être. Donc là c'est la définition classique de la narrativité entre est-ce que l'histoire raconte une action, un faire, ou est-ce qu'elle raconte un état, et donc là les mots évidemment vont se recoller selon ce qu'on a raconté. Voilà. Tu voulais réagir sur les précédentes... Oui, on peut. Merci beaucoup. Oui. Moi, d'un point de vue d'anthropologie sociale, ce que j'aimerais dire, c'est que la comparaison entre archéologie et ethnographie, elle ne doit pas servir uniquement à essayer de trouver des modèles mécanistes pour dire quand on a tel type de situation environnementale et technique, on va avoir tel type d'organisation sociale. Un des intérêts du tournant ontologique, on va dire, de l'anthropologie ces dernières décennies, c'était d'essayer d'ouvrir le champ des possibles au niveau conceptuel en essayant de nous aider à penser autrement qu'avec nos propres concepts. Et souvent, je trouve qu'on est trop enfermé dans des concepts de l'Occident moderne
c'est très difficile de penser autrement. Notre langage, il vient du latin. Quand on parle de domination, c'est intéressant de se dire d'où vient la notion de domination. Le dominium, chez les Romains, ça n'a pas toujours existé. C'est un type de relation. Et la domination masculine, quand on dit domination masculine, qu'elle est universelle, on projette un modèle romain sur des formes de relations entre les genres qui peuvent être tout à fait différentes de ce qu'on conçoit. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous disiez, que toutes les sociétés sont inégalitaires. Il y a des inégalités de naissance, de force physique, il y a les inégalités d'âge, inévitablement, les différences entre les sexes qui, partout, se convertissent en valence différentielle, comme a montré Françoise Héritier, mais qui peuvent être interprétées de façon extrêmement différente. Chez les Inuits, par exemple, les catégories de genre, ce n'est pas déterminé à vie. On peut en changer. Il y a des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes, qui vivent. Souvent, c'est des chamans d'ailleurs, et c'est quelque chose de récurrent. Ce pouvoir extraordinaire attribué à des individus qui sont capables de traverser les catégories. Donc, c'est une certaine vision de la catégorie sociale. Et finalement même de la catégorie en général, de l'appartenance catégorielle, parce que c'est la même chose pour l'appartenance aux espèces. Dans ces sociétés, on peut changer d'espèce aussi. Des sociétés complètement préoccupées par les phénomènes de métamorphose en permanence. Donc qui ont finalement une organisation des concepts assez différente de la nôtre. Et nous, on est assez bloqués dans les schémas dualistes. On se demande, est-ce que c'est égalitaire ou pas égalitaire ? Est-ce qu'on va réussir à avoir une description empirique, fine, intéressante, des milliers de sociétés qui se sont succédées, si on monte seulement depuis le Paléolithique supérieur? Je ne crois pas. On a besoin au moins d'affiner nos concepts. Alors, je trouve que la différence entre hétérarchie et hiérarchie nous permet de creuser un petit peu ça, parce que ça nous ouvre sur la possibilité que les hommes ont de concevoir de façon différente leurs inégalités. Dans toutes les sociétés, on remarque des différences de force entre les gens, de capacité, d'habileté à jouer avec un ballon, par exemple. Alors, dans notre société, ça donne accès à des richesses extraordinaires d'être footballeur. Dans d'autres sociétés, pas du tout. Inversement, dans énormément de sociétés, finalement majoritaires si on compte, le fait de savoir bien rêver, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est la source de hiérarchies qui peuvent être extrêmement puissantes. Dans notre société, pas du tout, on n'a rien à faire de à quoi les gens rêvent la nuit. Ça ne va pas créer une différenciation sociale. Donc derrière ça, on voit l'étendue des possibilités de façon de classer les gens, de les classer dans des catégories plus ou moins hermétiques, les faire circuler. Et c'est pour ça que j'aimerais insister sur l'aspect conceptuel, idéologique qui est derrière ça. Quand on parle d'inégalités, il faut se poser la question de est-ce qu'elles sont durables ou pas, est-ce qu'elles sont transmissibles ou pas, et tout ça, ça mobilise des théories, finalement des théories sociales. Chacune de ces sociétés, elles s'organisent par des choix très souvent qui sont fondées sur des théories sociales, puisque on voit, je pense au Grand Nord, dans des écosystèmes tout à fait identiques, dans tout l'Arctique, une diversité extraordinaire de sociétés, loin des côtes, dans la toundra, des sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires dans lesquelles la richesse a un rôle social et vous permet d'accéder à du pouvoir. Et chez les voisins, non. Mais ils le savent, ils savent qu'il y a ces possibilités. Ils font les choix, ils conçoivent différemment les rapports entre les personnes et l'environnement. Et un changement massif des économies de subsistance qui a eu lieu presque sous nos yeux au XVIIIe, XIXe siècle, ces sociétés de chasseurs-cueilleurs adoptent le pastoralisme. Aujourd'hui, on a des passeurs dans tout le nord de l'Eurasie, des lapons au détroit de Bering. Ça se fait à peu près au même moment, mais avec des conséquences complètement différentes. On voit du coup des différences de richesse qui apparaissent. Il n'en reste pas moins que dans toute la partie occidentale, ces richesses, elles donnent accès à du pouvoir et à des relations sociales différentes par le fait qu'elles sont utilisables comme prix de la fiancée. Et dans toute la partie orientale, ça n'est pas le cas. Donc là, voilà, je mets en garde contre les mécanismes type environnementaux et économiques.
Je voudrais simplement revenir sur cette notion de richesse, parce que j'ai quand même toujours l'impression que ce n'est pas clair. La richesse, c'est ce qui permet d'acquérir des biens fondamentaux, en particulier pour les femmes. On n'achète pas des femmes, c'est pas vrai. On achète des droits sur les femmes. La preuve, c'est que si vous payez un prix de la fiancée, donc avec de la richesse, pour acquérir soi-disant une femme, et si vous commencez à lui taper dessus, ses frères et ses cousins vont venir vous taper dessus aussi. Donc on n'acquiert pas du tout une femme, un bien, ce n'est pas un bien, ce sont des droits. Dès le début, il y a cette notion de droit, mais c'est surtout que l'idée d'une richesse composée de biens utiles, je pense qu'elle est complètement fausse. En Asie du Sud-Est, pour le prix de la fiancée, on trouve des fusils rouillés, des vieux canons qui ne fonctionnent pas. Et la richesse, c'est autre chose que simplement des biens utiles. C'est pas quelque chose qui se consomme. Et en plus, je pense que c'est une erreur de dire que la richesse, c'est uniquement des biens matériels. Il y a dans la richesse des biens immatériels. Par exemple, sur la côte nord-ouest, vous avez des noms, vous avez des emblèmes, vous avez des choses comme ça qui rentrent dans la richesse, qui font partie de la richesse. Et ça, c'est embêtant, parce que pour un archéologue, où est-ce que vous allez retrouver le nom? Où est-ce que vous allez retrouver l'emblème, peut-être? Mais le nom, c'est pas évident. Donc, même cette notion simplement de richesse, qui a l'air tellement évidente, justement, comme disait Christophe, parce que dans nos sociétés, c'est évident, la richesse, c'est pas évident du tout. C'est déjà, commençons à prendre, et c'est ce qu'a fait Alain Testard, hein, il a beaucoup insisté là-dessus. Simplement un petit éclaircissement. Oui, je peux parler au micro, c'est vrai, pour relancer après. Je reprends dans le... Ah, mais ça va très vite. Christophe, excuse-moi d'avoir dit... Christian tout à l'heure, Christophe. Dit quelque chose de très clair, de très net, et je le prends pour une attaque personnelle, mais donc il faut que j'y réponde. Est-ce qu'il est vrai que la violence serait aux sources des richesses? Et ça, c'est une idée fausse, tu nous dis. Exemple, les aborigènes. Alors, au passage, c'est pas simplement une intuition personnelle des micros. J'ai cité Ibn Khaldoun, il y a plein d'autres modèles, je vais en citer un autre qui nous montre. Mais tout à l'heure, j'ai précisé que, attention, les conflits autour des biens matériels ou prestigieux, pour le moment, sont là, peut aboutir à 3 cas de figure. Premier cas de figure, massacre et fuite. Donc, c'est-à-dire, on veut s'approprier une carrière de silex, un point d'eau, un puits chez les aborigènes. Bon, alors on pourrait massacrer et prendre possession. Deuxième cas, domination. Troisième cas, alliance et clan. Les sociétés aborigènes sont des sociétés claniques, où chaque groupe a un territoire, il passe un lien avec un deuxième groupe. Dans le cas que raconte Lévi-Strauss, tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux, où il y a justement un partage de quoi? Du territoire et des femmes. Le groupe A donne les femmes au groupe B, le groupe B prend femmes chez... Quand je dis donne, on va y revenir aussi. Hein. Là. Et puis, il y a le gardien du territoire, il y a des alliances aussi sur le territoire. Tu me disais tout à l'heure à midi que, attention, c'est lié aussi avec cette question de la sédentarité. Les groupes de chasseurs-cueilleurs, à ma connaissance, quand on dit des sédentaires versus des nomades, il n'y a pas de groupe vraiment nomade au sens où on l'entendait autrefois, c'est-à-dire des groupes errants où le territoire serait un petit peu à tout le monde et puis on trouve une bonne place chacun. Non. Tous les groupes connus sont territoriaux. Alors on peut se déplacer de façon saisonnière ou pas, mais que ce soit en Amazonie, que ce soit en Australie, que ce soit chez les Inuits, on a des territoires et on est jaloux de son territoire. Et il y a des frontières qui ne sont pas dépassées par des étrangers. Les amis peuvent venir, ils doivent être invités. Attention, donc tout ça est très structuré. Donc dans les sociétés claniques,
effectivement, on ne domine pas, c'est-à-dire on ne cherche pas à prendre possession de l'autre et à mettre en place des systèmes d'esclavage, à part dans son groupe, justement avec les femmes, avec les petits, avec les aînés, avec les jeunes. Bon. Et donc, avec les autres groupes, on n'est pas en situation de domination, on est en situation de alliance et conflit. Voilà. Alors, dans un modèle très simple, il a été proposé par Brian Hayden, on ne l'a pas cité, mais avec quand même... on l'a cité les jours passés. Oui, voilà. Il a publié un article dans Sciences Humaines sur, il appelle ça le modèle mafieux, ou le modèle clientéliste. C'est un bon exemple de chasseurs-cueilleurs. Dans un cartel Medellín, ce n'est pas des stockeurs. Hein. Ils ne capitalisent pas l'argent. Ils s'en servent comme tous les chasseurs-cueilleurs. C'est des économies de prédation. Ils vont chercher des biens. Ils les revendent, comme les Vikings. Et ils font du bling-bling. Ils dépensent beaucoup pour le prestige. Et puis, ils ont leurs petits alliés à qui ils distribuent. Ils font leur potluck. C'est un système qui est assez intéressant à regarder parce qu'il n'est pas stockeur, il est très sédentaire, il y a des territoires, il y a des alliances, et de temps en temps les alliances se brisent, ça fait des conflits. De temps en temps il y a un capot di capo qui vient et qui est là pour gérer le groupe, mais on les lie, et puis parfois il doit rester en équilibre comme dans tous les systèmes claniques où on élit un roi, qui est le primes inter pares, il ne domine pas les autres. Là. Et puis parfois, le primaire inter pares, c'est bien, il réussit à faire une alliance, puis à écraser les autres. Et là, il y a plein de systèmes de domination qui peuvent se mettre en place. Bon, je termine là-dessus. Alors effectivement, je suis d'accord, c'est pas les biens en question. Le bling-bling existait à la préhistoire, le bling-bling des caïds de quartier, ça, il existe à la préhistoire, il y a des objets prestigieux, il y a plein de choses qui peuvent avoir de la valeur. Et puis, un dernier point, Laure Fontana. Non, c'est pas possible de dire ça. De dire, à Christophe, là, je vais le défendre, tes aborigènes, c'est une chose, nous, c'est autre chose, chacun dans son terrain. Non, on a besoin de modèles. Donc, il faut aller chercher des modèles dans tous les exemples ethnographiques connus pour essayer d'enrichir notre expérience sur le terrain. Et deuxièmement, ensuite, dire « Ah, mais alors après, quand on aura tout étudié, on aura fait 7 millions d'années, plein de modèles, ça, eh bien, qui le fait, justement ?» Alors, des gens comme Testard le faisaient, très peu de gens le font, et c'est une mission aujourd'hui, justement, d'essayer de construire des modèles. Et voilà, terminé. Oui. On peut, d'accord, juste en 2 secondes. Ok, je suis d'accord avec vous, donc je me suis mal exprimée. On peut construire des modèles, et bien sûr, ça doit faire partie de... Mais entre construire des modèles et essayer de définir des choses, en tout cas trouver des récurrences, puis des structures, alors qu'on voit en anthropologie la diversité des situations, à partir de la diversité des situations, ou alors en amont, bien sûr, on peut construire des modèles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher, d'accord, à tester des modèles. Juste un petit exemple, pendant très longtemps, que ce soit pour Binford ou pour Marcel Mauss, avec ses histoires de mobilité logistique, mobilité résidentielle, ou ce que nous avait proposé Mauss, je ne regarde même pas la chronologie de quand ça date, parce qu'en fait, c'est un processus. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la préhistoire. On s'accroche comme ça, comme a dit Charles, avec des définitions binaires ou des modèles qu'on veut absolument construire. Et puis, au bout de 30 ans, vous avez des préhistoriens qui nous disent « Bah oui, le Natoufien, ça fait 30 ans que j'essaye de tester ça. En fait, la description de mots, cette espèce de mobilité, cette espèce d'habitat, bon, bah, je crois que je vais laisser tomber, en fait, parce que... En fait, ça ne fonctionne pas. » Il avait toutes les données dans les mains pour tester 50 000 modèles pour essayer des choses. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans les modèles, d'accord ? Oui, bah oui, ça peut vous paraître une évidence, mais ce qu'on entend depuis hier, c'est pas tout à fait ça. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, et ensuite je passe la parole à mon voisin, c'est sur la question des définitions. Alors là, comme vous m'avez dit, je vais vous répondre non, monsieur Dortier, d'accord ? Plus personne ne croit depuis au moins 30 ans que les nomades sont des errants, d'accord ? Le nomadisme, pour les gens qui font de l'anthropologie, il faut quand même les prendre au sérieux. Le nomadisme et tout le reste, tout ça, ça a été défini et bien défini maintenant. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que effectivement, et c'est pour ça que j'ai expliqué hier que je le faisais rarement, ce problème de définition et d'emploi des mots nomade, sédentaire, spécialisation, pas spécialisé, logé, ça nous enferme non seulement dans des systèmes binaires, et ça, parfois,
c'est aussi le problème des modèles, ça nous empêche de nous axer, à mon avis, sur la première question, qui n'est pas comment définir les termes qu'on va employer, mais si d'abord on commençait par essayer de comprendre, mettre au point des critères, essayer de comprendre comment ça fonctionne, voir la complexité, c'est ce que vous avez dit du fonctionnement, voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas binaires, et une fois qu'on comprendra comment ça fonctionne, alors là on peut peut-être revenir sur nos vocabulaires et sur nos mots. Bonjour, je voulais réagir aussi sur les propos de M. Dortier pour rebondir sur des questions un peu plus générales rapidement. Vous avez émis la thèse de sociétés qui auraient toujours été inégalitaires. Vous avez vaguement parlé de la domination de l'homme sur la femme et vous avez parlé de votre expérience à vous qui semblait être pour justifier le capitalisme dans lequel on se trouve. J'ai trouvé ça un petit peu déplacé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça ne reposait pas sur un raisonnement scientifique, ces propos. La deuxième raison, c'est qu'il y a d'assez graves implications politiques, à mon avis, à dire qu'il y a toujours eu des inégalités, parce que ça justifierait le fait qu'il y ait des inégalités aujourd'hui. Je vois ça comme ça, en tout cas. Le dernier truc, c'est de ce que vous aviez dit à la fin. Je pense, en tout cas, que le fait que vous aviez dit que ça n'impliquait que vous l'avez admis quand même, je pense que ça ne justifie pas non plus de le dire. Et donc, pour répondre concrètement à cette thèse sur le fait que les sociétés auraient toujours été inégalitaires, je voudrais reprendre ce qu'avait dit M. Darmanja au premier jour, où il avait fait remarquer que la préhistoire, c'est quelque chose d'extrêmement long sur un très très vaste territoire. Et je pense que, évidemment, on ne peut pas considérer la préhistoire comme quelque chose d'homogène et on ne peut pas commencer à appliquer des règles générales comme ça en disant ça c'est la préhistoire et il faut détailler un peu. Et donc pour réagir sur des questions un peu plus générales, je pose la question de est-ce qu'on doit continuer à essayer de relater une réalité préhistorique où on semble s'être mis d'accord sur le fait qu'on n'arrive pas à raconter l'histoire de la préhistoire finalement. Et est-ce qu'on pose les bonnes questions ou est-ce qu'on ne devrait pas commencer à admettre qu'on construit la préhistoire, certes sur des faits, on traite de manière très sérieuse, mais on la construit la préhistoire. Et donc là, je pose la question aussi, c'est est-ce qu'on doit admettre ça ou est-ce qu'on a une volonté de transposer notre modernité à la préhistoire et donc je pose cette question. Voilà. Je réponds simplement, puisque je suis impliqué directement. Ah oui. Premièrement, c'est pas scientifique parce que je me raconte. Oui et non. Je pense réellement, mais je ne suis pas le seul, les historiens et les préhistoriens l'admettent aujourd'hui, on lit le passé avec les lumières du présent, ce que disait Rémi aussi. Les historiens de la Révolution française le diront, les ethnologues le disent, tous les scientifiques le disent. Et donc il faut avoir une lucidité, une réflexivité sur ce que l'on est, d'où viennent ses propres modèles, pour les appliquer. Après, il ne faut pas tomber dans le piège de ces modèles. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une sorte d'objectivité à ne pas aller puiser, et là je le crois. Je crois que la naissance des inégalités, la renaissance des inégalités du pouvoir, ce n'est pas une histoire des origines. C'est une histoire qui se recrée en permanence, à la différence de l'histoire de la vie. Quand vous étudiez l'histoire de la vie, ça a apparu une fois, puis ensuite il y a le développement. Quand on parle de l'histoire des inégalités du pouvoir, on peut imaginer que c'est apparu une première fois, puis ensuite, si aujourd'hui il y a des inégalités, c'est à cause de la première fois. Alors que des États, il en est apparu en permanence dans l'histoire. Des sociétés de l'âge de bronze avec des seigneurs de guerre qui s'affrontent, ça existe aujourd'hui dans les États faillis. J'ai cité à dessein le modèle des mafieux et à dessein le modèle du petit big man de la tribu. Évidemment, je me moque un peu de moi-même, mais pas simplement pour me mettre en scène, parce que je pense que réellement, on peut y trouver des sources pour comprendre, y compris le passé. Et donc, voilà, ça c'est la première chose. Par contre, le fait de dire « mais si vous dites ça, alors c'est pas bien parce que ça va justifier les inégalités d'aujourd'hui », ça c'est pas scientifique, ça c'est de l'idéologie. Ça c'est commencer par dire « il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que c'est moralement injustifiable ».
Alors, je ne pense pas du tout au passage que les inégalités, si je crois qu'effectivement elles sont universelles, je ne connais pas de société inégalitaire, je crois que le pouvoir est universel, même pas simplement dans les sociétés humaines, y compris dans les sociétés animales, en tout cas de mammifères, on pourra en discuter. Cela dit, il y a des tas de nouveautés dans l'histoire. L'État, ce n'est pas quelque chose qui est de toute l'histoire. Il y a eu des phases de construction de l'État, il y a plein d'histoires d'État, des phases violentes et des phases pacifiques. On a inventé l'État-providence, on a inventé la justice, on a inventé la sécurité sociale, et ça, on ne trouve pas ça dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. C'est ce qui nous permet de pouvoir vivre aussi en commun, sans avoir des armes entre nous. Ça, c'est des nouveautés historiques. Donc le fait de regarder le passé avec ce que je crois une lucidité, mais bon, je prétends pas être de représentation scientificité, serait une justification pour le capital d'aujourd'hui. Oui, moi je voudrais répondre, enfin dialoguer avec en particulier avec Laure, et je vois qu'on n'est pas d'accord, et je n'arrive pas, même pas très bien, ou je crois comprendre qu'on n'est pas d'accord, non? Alors d'accord, bon, j'avais comme quoi c'est compliqué. Alors bon, je vais faire mon petit laïus, voilà. Bon, il me semble, enfin, comment dire, soit on part du principe, alors c'est peut-être pas ce que tu as dit, alors du coup, bon, voilà, ça devient compliqué. Enfin, ça l'était de toute façon, voilà. Soit on part du principe qu'il n'y a aucune régularité. Voilà, que les sociétés humaines font ce qu'elles veulent comme elles veulent, elles font des choix culturels, le mot de choix est souvent employé, alors je pense que lui aussi il est glissant, mais enfin voilà, font des choix culturels, etc. Les sociétés s'organisent selon différentes façons, et comme l'imagination humaine, pour le coup, on est bien d'accord, ne manque pas de ressources, on trouve des trucs étonnants partout, voilà. Et qu'à partir de là, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près dit tout ce qu'on pouvait dire. Et puis tout ce qu'on peut faire, c'est prendre les sociétés une par une, essayer de les comprendre et de voir leur singularité. Et puis voilà, on a accompli le bout du bout de la science une fois qu'on a fait ça. Et il faut fermer la boutique et surtout ne pas s'aventurer plus loin. Bon, moi je m'inscris dans une longue tradition qui pense enfin je dirais pas exactement, mais enfin qui pense qu'il faut absolument avoir plus d'ambition et qu'il y a des régularités, voilà, qu'il y a des contraintes, il y a des choses, il y a des tendances, appelez ça comme vous voulez, mais les sociétés humaines ne se baladent pas librement dans un éther, voilà, elles sont contraintes par leur environnement, par leur histoire, par les sociétés d'à côté, par tout un tas de trucs qui leur arrivent sans qu'elles le veulent, parce que là aussi, pour rebondir sur l'anthropologie anarchiste et clastrienne, hein, ces sociétés qui décideraient de choses pour ne pas qu'il arrive tel ou tel truc. Oui, sans doute ça existe, mais il arrive aussi des tas de trucs aux sociétés qu'elles ne voulaient pas, hein, et où elles ont pris des décisions pour éviter telle conséquence, et c'est par une autre porte, enfin bon bref, hein, voilà. Donc, alors, quand on fait du coup de la science, qu'est-ce qu'on fait? On cherche empiriquement les régularités. Alors, manque de bol, évidemment, il n'y en a jamais qui marchent à 100%. Mais enfin, il y en a quand même qui marchent à 50, 60, 70, etc. Et puis, une fois qu'on a ça, on se dit, tiens, on a quand même... Alors, par exemple, il y a une régularité entre le stockage. Enfin, il y a une régularité qui marche assez mal, mais quand même pas si mal que ça, entre agriculture et inégalité. C'est bien pour ça que pendant 200 ans, on a dit c'est ça qui marche. Et puis à un moment donné, on dit ah ouais, ça marche, mais ça marche quand même pas super, parce que les Amazoniens, ils ont de l'agriculture, pas d'inégalité de richesse. Et puis la côte nord-ouest, ils ont les inégalités de richesse, pas d'agriculture. Et donc on dit c'est le stockage. Le stockage, ça marche mieux que l'agriculture, mais ça marche pas parfaitement, on est bien d'accord, voilà. Et on se dit à chaque fois, qu'est-ce qui explique que dans certains cas, ça marche pas? Et quand on disait, ce qui m'a fait peut-être réagir, voilà, c'est de dire, on cherche le facteur unique. Non, on cherche pas le facteur unique, mais il y a des facteurs qui manifestement marchent mieux que d'autres, voilà. Et donc, quand on en tient un bon, on se dit, le stockage, quand même, c'est une bonne approche pour les inégalités. Voilà, alors c'est pas une approche parfaite. Donc là, il y a un gars qui dit, tiens, si on essayait les biens W, mais enfin, à la fin de sa phrase, il dit, ouais, mais je suis même pas sûr que ça marche. Enfin bon, voilà. Bon. Alors, voilà, on essaye. Alors, après, évidemment, on a des modèles, on a des schémas de pensée. Et on sait très bien, mais on fait tous de la science, on sait très bien que le modèle n'est jamais aussi bien que la réalité, surtout quand la réalité est salement compliquée. Donc, on a notre modèle, c'est quand même mieux que de rien avoir. Et en même temps, oui, il ne faut pas se risper dessus et avoir le nez sur les trucs qui ne marchent pas pour essayer d'avoir un meilleur modèle, etc. Alors, je ne doutais pas qu'on était d'accord sur le principe, mais voilà. Alors, tiens,
quitte à saouler tout le monde, puisque je tiens le micro, puis promis, je le lâche après. Bon, moi, comment dire, qu'est-ce que je retiens en 5 minutes des discussions qu'on a eues durant ces 2 jours. Bon, je pense qu'on a tout au long du Paléo supérieur, on a des indices, des choses qui pourraient plus ou moins raisonnablement pointer vers l'existence d'inégalités de richesse. Il me semble que, et je ne suis pas sûr de compter, contrairement à Manu, c'est une vieille discussion, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'en discuter aujourd'hui, mais le côté figuratif, réaliste, naturaliste, je ne sais pas comment il faut dire, de l'art paléo me semble pas être l'indice personnellement le plus convaincant de ça. Mais voilà. Par contre, la parure, voilà, il y a quelques éléments où on se dit, ah tiens, il y a peut-être un petit quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on puisse distinguer ça, comme disent les ingénieurs du son, du bruit blanc, enfin, ou du bruit rose. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement des indices d'inégalité ou d'inégalité naissante, hein, parce que là aussi, on sait qu'il y a des situations intermédiaires. Ou est-ce que c'est juste des trucs qu'on a un peu tendance à surinterpréter, parce que de toute façon, on est dans un signal tellement faible que la moindre petite variation, on se jette dessus, et voilà. Je n'en sais rien, et je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de le savoir. Voilà. Donc moi, ce que j'aurais tendance à retenir de ça, c'est il est possible que, durant le Paléo, il y ait eu comme ça des décollages, hein, en direction de l'inégalité. Il est possible que, hein, voilà. Manifestement, ces décollages ne sont pas allés soit suffisamment haut, soit n'ont pas duré suffisamment longtemps, soit ne se sont pas étendus suffisamment dans l'espace pour qu'on en ait des signes probants. Voilà, on a cité le cas, enfin je voudrais y revenir, mais un article sur la côte nord-ouest là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, on a trouvé un gars avec 350 000 perles de pierre dans sa tombe, estimé à 35 000 heures de boulot. Alors peut-être que l'estimation est fausse, mais enfin voilà. Et le tout, 1000 ans avant, ou 1500 ans avant la date présumée de l'émergence des inégalités de richesse dans la région. Alors, l'auteur de l'article dit quand même à ce niveau-là, ça flaire quand même bon la richesse, quoi. Je veux dire 35 000 heures de boulot dans la tombe d'un gars, voilà. Mais ça a duré 500 ans et crac, ça s'est effondré et ça n'a redécollé que plus tard, etc. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas exclure que durant le Paléo-Sup, il y ait eu des choses comme ça. Mais ne pas l'exclure, encore une fois, je pense qu'on a un truc dont on ne sait même pas si c'est du bruit blanc ou si c'est le signal d'un petit quelque chose. Voilà, c'était ma conclusion personnelle, voilà, que vous n'êtes évidemment pas obligé de partager. Ah bah oui, pardon, autant moi, je l'ai oublié. Je trouve quand même très, très amusant et parlant aussi le fait qu'on attend la fin du colloque, finalement pour se poser ou pour mettre sur la table pas mal de questionnements sur ce qui a été au début le point de départ de tout ça, c'est-à-dire le postulat de Testard, hein, c'est-à-dire la relation qu'il établit clairement, lui, entre le stockage, la production de richesse à travers le stockage et les inégalités. Donc je crains, cher Jean-Jacques, qu'on soit obligé de faire une deuxième édition sous peu, parce que là, il y a une espèce de marche arrière, de rétropédalage très, très, très intéressant, et sur lesquels il va falloir qu'on s'explique. Pour le reste, je suis moi plutôt du côté de Christophe. C'est-à-dire, je pense quand même que ce modèle tel qu'il a été défini marche dans un nombre de cas suffisamment convaincant. Il y a un facteur manifestement qu'avait décrit Testard lui-même, qui était aussi le facteur climatique, hein, c'est-à-dire le fait que, encore une fois, l'impulsion du stockage n'était pas forcément pareil pour tous, et que le fait de vivre dans un régime saisonnier marqué était quelque chose qui n'était pas absent du tout de ce type de comportement de subsistance. Alors, je suis d'accord avec Christophe jusqu'à un certain point. Évidemment, là, c'est des vieilles discussions qu'on a et je n'ai absolument pas l'intention de le convaincre. Mais je reste sur quand même ma position.
qui est que du point de vue artistique, il y a quand même quelque chose d'extrêmement singulier et troublant dans ce rapport, dans ce désir d'imitation qui caractérise 25 millénaires de production artistique, je le répète. Dans la question même d'ailleurs de savoir comment cette tradition artistique, par quel intérêt suprême cette tradition artistique et donc symbolique et donc rituelle a pu perdurer pendant 25 millénaires sans système de mémorisation, sans écriture. Donc il y a là, je pense, une question tout à fait fondamentale qui est liée. Je pense que ce qui rebute Christophe, l'argument qu'il m'assène à chaque fois, c'est celui de dire « mais moi, en Australie, ou ailleurs, mais en l'occurrence en Australie, je connais des ritualistes qui passent, dont le savoir est extrêmement complexe, élaboré, qui apprennent tout un tas de choses que je ne remets pas du tout en question. Ce que je dis simplement, c'est que le naturalisme, appelons ça pour nous, entre nous, pour faire court, le réalisme, n'est pas une condition du rituel. Et c'est même exactement le contraire, puisqu'on voit que très majoritairement, dans l'art des chasseurs-cueilleurs, on a des formes artistiques qui échappent totalement à cette préoccupation de l'imitation, du réalisme, etc. Et donc, j'en déduis que pour acquérir ce savoir, on n'est pas exactement sur le même plan pour moi, que ce qu'est l'apprentissage d'un ritualiste, alors même que sa fonction est obligatoire pour la société. Je connais peu de sociétés qui se dispensent de pratiques rituelles. Et donc, je pense que là, il y a quand même quelque chose qui marque une nuance, qui est pourquoi donc ces paléolithiques se sont-ils donné autant de mal, autant de peine, autant de difficultés, comme l'a magnifiquement montré hier Olivia, pour acquérir tous ces savoirs. Et de manière... moi, je n'ai pas d'autre réponse, et c'est celle que j'ai développée dans mon livre et exposée ici. Je ne vois pas d'autre intérêt qu'un intérêt d'ordre socio-économique, politique, ce qui fait de moi sans doute quelqu'un de désillusionné et de voire même de cynique. Mais voilà, disons que de manière pragmatique, c'est la première explication qui me vient. On en a débattu pendant 3 jours. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça absolument passionnant à tous les moments, partout. Enfin voilà, et donc je pense que évidemment, on n'a pas de. Je ne vais pas sortir du colloque en me disant victoire, un grand pas pour l'humanité, un grand pas pour la science, et même pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça n'est que le début d'une discussion, mais voilà. En tout cas, il est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Oui, mais j'avais fini la dernière fois. Tu sais, tu bois pas entre 2 verres. C'est toujours pareil. Non, je vais simplement, puisque bon, qu'on en parle un peu, c'est très bien, je trouve, donner mon point de vue là sur les questions artistiques et puis après un truc plus général. Justement, moi, ce qui m'embête, c'est la profondeur temporelle dans cette affaire. Un truc qui dure 15-20 000 ans, enfin une tradition artistique, bon, avec des variantes, qui dure si longtemps, je ne vois pas honnêtement, je ne vois pas d'autre explication qu'un fond mythique ou religieux puissant qui sert de moteur. C'est-à-dire, bon, effectivement, tu as fait la comparaison avec l'Australie. Alors l'Australie, elle a un truc intéressant. L'Australie, c'est grand comme l'Europe, hein. Donc on peut comparer, c'est tout à fait la même chose. L'Australie, il y a des, je sais pas, 500, 600, 700 tribus, je sais pas combien il y en a, mais enfin, il y en a toute une rafale avec des traditions différentes, etc., etc. Des mythes qui peuvent être différents, mais ils ont tous un fond commun, c'est le fameux Dreamtime, alors qu'ils ont adapté plus ou moins une sauce à une autre. Et moi, ça me paraît être le seul moteur, c'est-à-dire que derrière cet art, il y a quelque chose de mythologique, de religieux, alors je ne sais pas quoi, hein, peu importe. Mais en tout cas, je ne vois pas comment un système, on va dire politique, c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, il veut dire ce qu'il veut dire, pourrait expliquer la maintenance sur une telle durée. Je ne vois pas comment. Et du coup, ça me permet de faire une transition. Alors bon, de toute façon, je pourrais dire exactement la même chose que Christophe. Je suis d'accord à 100% avec lui. Je rajouterai simplement une chose, c'est qu'on raisonne sur un temps long, rebelote.
Et on a vraiment des micro-fenêtres sur ce temps. Et je pense qu'il faut éviter deux choses. D'abord, il faut éviter de généraliser, ça c'est évident. C'est pas parce que ça se passe à un endroit à un moment que ça vaut ailleurs. Et puis, je crois qu'il faut absolument pas imaginer une évolution linéaire des sociétés. Ça, je crois que c'est un point important et qu'on a parfois tendance à l'oublier, là, parce que bon, je vois des flèches, là, bon, Jean-François en présentait, etc. Alors, on parlait ce matin avec, justement, avec Maurice, bon, au propos d'autres choses, là, on parlait de Zumba, peu importe, donc on parlait de Leach. Donc Leach, avec les systèmes birmaniens, là, ça varie sur 50 ans. C'est-à-dire que les systèmes hiérarchiques, on passe vraiment d'un modèle... on va pas dire hiérarchique, mais enfin, c'est pas très violent comme hiérarchie, à des choses vraiment des royautés. Et ça varie sur 50 ans, il y a des alternances, donc ça peut aller, ça peut venir. On peut très bien faire une fenêtre à un moment, et puis, bon, je sais pas, Sungir au pif, hein, au hasard, trouver un truc effectivement un peu curieux. Cela dit, on n'a pas moyen de le dire. Ça ne veut pas dire que 50 ans plus tard, c'était toujours vrai, et puis c'est surtout pas linéaire, à mon avis. Donc, mais c'est très compliqué, et... je pense surtout qu'il ne faut pas fermer la possibilité. Et c'est plus ça peut-être qui est important. Et moi, c'est tout le bien que je pense du bouquin d'Emmanuel. Il n'est pas tellement du côté de l'art, où effectivement, enfin, j'ai pas dit que c'était pas bien, mais je ne suis pas d'accord, donc non plus. Mais je pense qu'il est très stimulant. Parce que, je ne veux pas être désagréable avec mes collègues préhistoriens, mais enfin, il y a une certaine inertie depuis longtemps. Alors j'accuse personne, c'est plutôt une tendance générale. Je pense qu'on est resté sur des schémas... bon, Catherine me regarde avec un air mauvais, mais... on est resté sur des schémas... Il y a des schémas très, très classiques, mais pour toutes les périodes et pour tout le monde. Hein. On a des espèces de poncifs comme ça, donc on a établi... voilà, le chasseur-cueilleur égalitaire, nomade, machin. Alors d'abord au Paléolithique ils sont égalitaires, ensuite ils font pas la guerre. Enfin, je pense que tout ça c'est des questions qui doivent se reposer à la lumière de nos nouvelles connaissances. Et je crois que ça fait partie, c'est fondamentalement, ça fait partie de la science que de remettre périodiquement sur la table les connaissances, le travail, de dire bon bah là on fait table rase, on reprend, on rediscute, etc. Et moi je trouve que c'est très sain, au moins d'en débattre. J'ai pas la réponse et je pense qu'on l'a pas tout de suite, mais je trouve que c'est très sain, au moins de poser la question, est-ce que ça a pu le faire? Voilà. Cette fois j'ai fini. Alors moi c'est pas pour répondre à Bruno que je voudrais prendre la parole, c'est en réflexion à ce qu'a dit Emmanuel sur cette durée, longévité de l'art paléo. Je pense que si ça a duré, c'est parce que c'était efficace. Et on oublie quelque chose, c'est que c'est une image. Et une image, ça transcende les difficultés de communication. Il y a une perception directe, accessible à tous, à un enfant, à un adulte, quelle que soit la langue, etc. Et c'est peut-être aussi une raison de choix du côté naturaliste, parce qu'il n'y a pas de codification. Enfin, évidemment, derrière, il y a des tas de choses. Mais au niveau de la perception première, on voit, on reconnaît ce qui est représenté. Alors, tout ce qu'il y a derrière, etc. Bon, j'ai pas les billes, j'ai pas non plus réfléchi énormément à ça. Mais je pense que c'est un aspect qui est très important. Voilà, ça fonctionne, c'est efficace, c'est direct. C'est pour ça aussi qu'après, on a plein de personnes qui nous donnent leur avis sur l'interprétation de l'art pariétal préhistorique. Mais je pense que c'est un paramètre qui est important. Et du coup, ça efface pas tous les autres aspects, ça n'empêche pas. Mais c'est quand même un truc à prendre en compte. Oui, je pense qu'il faut pas se méprendre. Hein. Je réponds en fait à vos deux remarques sur le fait que quand j'évoque un hypothétique des stratégies ou une intention politique, économico-politique, etc. Dans la production d'images, c'est évidemment totalement associé à la dimension sacrée ou religieuse ou rituelle. Je crois que Jean-Paul a rappelé tout à l'heure quelque chose de tout à fait indispensable, qui d'ailleurs est le point
de départ de ma réflexion sur la question, qui est que, effectivement, la manière pour une élite de justifier, de légitimer son pouvoir, sa souveraineté, passe par le surnaturel et par la production d'images, et puis l'ostentation et tout ce qui vient avec. Mais évidemment, le rituel, le sacré, tout ça, c'est totalement imbriqué dans les deux systèmes. Alors, par ailleurs, moi, je n'exclus pas du tout que quelque chose de plus ouvert, de plus démocratique, de plus partagé ait pu se maintenir sur une telle durée. Et effectivement, tu as tout à fait raison. L'Australie en est un exemple qui perdure même encore aujourd'hui. Donc c'est dire la capacité de résistance et la performance du système. Ceci étant, je ne vais pas refaire tous les exposés, etc., revenir en détail dans les discussions qu'on a eues, mais c'est vrai que je continue à attribuer, peut-être de manière abusive, mais à attribuer quelque chose quand même d'énigmatique dans, encore une fois, l'investissement accordé, le goût, le plaisir, l'intérêt porté sur la question de l'imitation, qui fait justement que l'art paléo n'est pas l'art aborigène australien, justement. C'est sur ce point-là qu'il y a une énorme différence. Et donc voilà, c'est encore une fois, c'est le point de... Là, on arrive aux limites de ce qu'on peut dire, mais je reste sur cette position-là. Hugues ? Désolé. C'est simplement pour revenir sur le livre d'Emmanuel qui donne une interprétation différente de celle de Testard et justement très différente et se basant sur à peu près les mêmes images. Et on parle systématiquement de l'art paléo, etc. Or, dans l'exposé que tu as fait hier, et c'était évident dans ton livre déjà, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une évolution dans l'art. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution dans les sociétés? Je veux dire, à aucun moment on n'a parlé de ça. C'était évident qu'on voit des animaux qui n'ont pas de sabots, qui flottent au début, et là, je veux dire, ça correspond presque bien à l'interprétation d'Alain, je veux dire, Testard, pardon. Et alors que vers la fin, on voit des animaux beaucoup plus individualisés, précis, il y a une évolution. Et cette évolution de l'art, cette évolution des styles, etc., on ne voit pas pourquoi ça ne correspondrait pas à une évolution sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe peut-être, je ne sais pas comment, de l'interprétation de Testard à ton interprétation. Effectivement, bon, je ne voudrais pas relancer tout le débat, mais d'une société inégalitaire à une société égalitaire. Le contraire. Oh, excusez-moi. Juste pour signaler, parce que là, on est parti, et c'est super, hein, voilà, mais il faudra qu'on arrête dans 10 minutes, hein, à midi et quart. Voilà, donc ce sont les dernières cartouches qui seront lancées, ici en tous les cas. Voilà. Bon, donc en fait, là, il y a matière... Tu gardes le micro. 2 minutes avant de passer la parole. Toujours en étant un peu décalé, n'étant pas strictement préhistorien, ce qui ressort pour moi de ces journées où j'ai appris beaucoup de choses, de la confrontation entre des anthropologues et des archéologues, c'est les modèles de Testard qu'on peut encore trouver limités, qui sont basés sur la richesse matérielle et donc le stockage. Ce qui ressort, c'est que le stockage, on ne le voit pas. Donc il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Alors, ou ça n'existe pas, ce qui est la première chose, ou on n'arrive pas à le mettre en évidence. Bon, au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à le mettre en évidence, c'est que ça n'existe pas. En tout cas, il n'y a pas de stockage sur les sites, vraiment. Bon, il n'y a pas une très grande différence de richesse. Alors, ok, il y a 2-3 trucs hors normes, mais on ne voit pas des inégalités majeures. Et j'aime bien l'approche de Christophe qui dit que ça peut être uniquement ponctuel dans le temps et dans l'espace. Hein, je pense que là, s'il y a des conditions environnementales, ça peut être peut-être là-dessus qu'on pourrait encore rediscuter. Mais ce que j'ai toujours pas vu dans ce colloque, c'est la relation entre tout ça et l'art.
c'est pas facile de faire le lien. Bah, autrement, on aurait tous essayé d'écrire ce livre. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un art qui dure 20 000 ans. Donc là, les fluctuations climatiques courtes, tout ça, balayé, nickel. C'est pas le climat qui explique ça, tant mieux. On voit une certaine, peut-être révolution dans le style, mais il y a quand même un art préhistorique. Et ça, je trouve intéressant d'intégrer les données de Charles. Pas pour que l'ethnologie explique les données archéologiques, ça je ne crois pas, ça ouvre les possibles et ça permet d'élargir les modèles à utiliser. Mais Charles propose d'autres modèles que simplement la rigidité. Alors il faut chercher le chaman. Ouah, il y en a qui sont essayés, mais il faut chercher des choses qui permettent d'expliquer des modèles actuels, par exemple. Qu'est-ce qu'un archéologue ferait avec Charles Stefanov pour démontrer que c'est ce type de chamanisme et pas tel autre? Donc c'est dans les méthodes qu'il va falloir réfléchir. Quelle méthode? Alors évidemment, on ne va pas réinventer le nombre de silex, mais l'interprétation peut encore resservir la soupe et réutiliser les données de Cartaillac jusqu'à maintenant. Hein. Mais il faut changer quand même les modèles, c'est-à-dire qu'il faut chercher autre chose, parce qu'autrement on va rester sur la richesse, le stockage, machin, et puis je vois bien que ça ne me paraît pas simple comme ça, et qu'on nous propose d'autres modèles anthropologiques qui permettraient peut-être d'expliquer des différences. Je préfère le mot de différence que de inégalité, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les modèles. J'ai déjà dit ce que je pensais des modèles environnementaux, ça ne sert pas à grand-chose pour répondre à ces questions-là. Mais moi, je voudrais redonner la parole à Charles pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait proposer à des archéologues pour démontrer, aussi bien sur les périodes actuelles, mais aussi des populations qui vivent dans des conditions froides. Ce qu'il faudrait chercher. Hein, parce que si c'est tout le chamanisme qui explique la différenciation des sociétés actuelles dans le Grand Nord, bah, est-ce que c'est ça qu'il faut essayer de tester? Parce qu'il faut tester des modèles, il faut changer les modèles. On ne va pas rester avec le modèle de Testard. 2 secondes. Je ne défends pas une interprétation chamanique de l'art paléolithique, ça a été déjà fait et ça a suscité des controverses terribles et un peu irrationnelles. Il faudrait rouvrir ce dossier, mais de façon plus sereine. Par contre, j'aimerais défendre une autre vision de Testard aussi, sur l'art paléolithique notamment, quelque chose qu'il dit au début qui est important dans le livre Art et Religion, c'est que finalement c'est un art qui n'a pas d'équivalent. Et c'est pour ça qu'on a du mal à l'interpréter. Si on avait un équivalent, on pourrait dire c'est comme ça. Non, dans cette configuration d'avoir des chasseurs-cueilleurs qui font un art naturaliste sur 25 000 ans, on n'a pas le point de comparaison peut-être dans 25 000 ans. Mais, donc c'est pour ça qu'on est face à une énigme. Et un art naturaliste qui est très proche de nous sur ce plan-là, mais en même temps qui n'est pas du tout narratif. L'art du Levant oriental, il est plus proche de notre art par sa narrativité. Donc c'est extrêmement paradoxal. Ça défie l'interprétation et on est face à une altérité qu'il faut aussi respecter en tant que telle, avec son énigme, certainement, insondable. En tout cas, ça nous rend modeste, je trouve. Et puis, il y a un autre Testard non marxiste, alors c'est plus par rapport à Christophe, je trouve. Oui, dans les classements des mondes, la richesse est importante, mais toute sa réflexion sur l'État, sur le pouvoir, la servitude volontaire, la notion de dépendance qui est centrale, c'est pas seulement économique. Il y a aussi le fait que les gens sont volontaires dans la servitude. Et là, des questions plus classiques, plus à la Dumont, de fondements religieux, hiérarchiques, de la hiérarchie. Pardon. Voilà. Juste 10 secondes, mais oui, c'est pas seulement économique, mais il n'y a d'État que dans le monde de la richesse, et pas réciproquement. Donc... On parlait d'affinité, ce que fait Scott aussi par rapport à l'État, mais bon. Mais c'est très bien. C'est justement c'est ce qu'on fait.
Je propose une banalité consensuelle, histoire qu'on se quitte tous sur un bon souvenir. Très bien. Oui, donc en fait là c'est le premier round, et il va y avoir un deuxième round, parce que finalement dans la proposition d'Emmanuel, donc art qui tend vers le réalisme égale hiérarchie. En fait, on a débattu essentiellement d'un des côtés de la proposition, qui est, pour synthétiser, grosso modo, l'influence de la richesse dans le rapport entre le faire et l'être, c'est-à-dire comment on négocie les dominances, ou comment on les rigidifie. Mais le versant, et donc on a exploré sur le plan archéologique quels étaient les différents registres mobilisés qui pouvaient aller ou pas dans le sens de sa proposition, stockage, inhumation, type de ressources, etc., saisonnalité. Mais finalement, on est resté en marge de l'autre versant, qui est celui, en fait, de l'art, des représentations, de la façon dont elles se développent sur une période très longue. Parce que finalement, au bout du compte, il y a un consensus, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est que c'est un consensus implicite sur le contenu. Et finalement, le débat a porté, évoqué essentiellement sur la forme et sur un phénomène d'accélération finalement, parce que ce qui a été pointé et discuté sur tendance vers une représentation très naturaliste, et donc un surinvestissement, spécialisation, etc., la singularité des individus qu'on reconnaît, finalement c'est à la fin, et c'est après le dernier maximum glaciaire. Et c'est, grosso modo, dans le Magdalénien, et donc, mais qui correspond aussi sur le plan génétique à des remplacements de population. Donc là, je crois que maintenant, il faudrait débattre plus particulièrement le prochain chapitre sera sur cette uniformité qui a été évoquée, mais qui n'est pas si uniforme que ça dans le domaine de l'art, et maintenant explorer, voir dans quel contexte plus précisément ça s'inscrit, parce qu'il n'est pas aussi uniforme que ça. À un moment, on a évoqué l'Oukok, donc l'expression la plus orientale pour l'instant, dont on peut discuter. Il y a dans l'Oural, Shulgantiach, Kapova, qui lui est absolument incontestable. On est après le dernier maximum glaciaire, mais on est sur des codes de représentation qui font plutôt référence au style gravéto-solitréen, donc qui est moins naturaliste, plus figé, plus normé. Donc voilà, maintenant je crois que c'est l'autre aspect qu'il va falloir, avec délectation, explorer, savourer, parce qu'il y a une richesse qui nous attend, qui va être passionnante. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à fixer la date. Merci à tous. Moi, personnellement, j'ai vraiment passé un excellent moment en votre compagnie. J'espère que c'était à peu près réciproque. Voilà, et on va se quitter, tout en allant éventuellement casser une petite croûte. Voilà, et à très bientôt. Et je rappelle que tout ça sera mis sur Internet dans les meilleurs délais, en attendant de pouvoir être mis noir sur blanc dans toute la mesure du possible. Voilà.